Ils ont été déployés à des milliers de kilomètres de chez eux, parfois au péril de leur vie. Raconte-moi une OPEX leur donne la parole. Tu as participé plusieurs fois à l'opération Sentinelle. Est-ce que pour toi, c'est important d'être déployé en France ? Pour moi, c'est aussi important parce que, comme je l'ai dit précédemment, je me suis engagé suite aux événements du Bataclan. On a pu voir qu'au moment du Bataclan, il y a une patrouille Sentinelle qui était sur les lieux et qui a dû effectuer un dispositif de protection. Et donc oui, c'est toujours important parce que ça fait une force de protection en plus qui permet de dissuader une possible attaque. Et puis ça permet d'entretenir un lien entre la population civile et le monde militaire. Donc oui, c'est toujours important de participer à cette mission-là. Dans cette nouvelle série de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, de grands témoins d'opérations extérieures répondent aux questions de jeunes lycéens et collégiens. Qui sont-ils ? A-t-on peur quand on part en mission ? Comment se passe le retour ? Et quel est le rôle de l'ONAC-VG dans la reconnaissance de leur engagement ? Autant de questions auxquelles ils répondent avec sincérité, émotion parfois, qui permettent de raconter les histoires d'hier pour sensibiliser les générations de demain. Du désert du Sahel aux montagnes afghanes, de la jungle africaine aux vallées des Balkans, ils ont tous à cœur de nous transmettre leur vécu des OPEX sur lesquels ils ont été déployés. Un moment d'intimité où ils se livrent sans phare et qu'ils souhaitent partager au plus grand nombre. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Raconte-moi une OPEX, le podcast de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous sommes au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc avec Hugo et Antoine. Bonjour Hugo, bonjour Antoine. Bonjour. Et Hugo, un autre Hugo, bonjour. Bonjour. Le grand témoin du jour qui va nous parler de son engagement et bien évidemment de ses opérations extérieures. Alors, comme d'habitude, on va être en 3 parties. On va parler de l'engagement, évidemment, l'engagement initial, de la partie opération extérieure et pour terminer à tout seigneur, tout honneur, on conclura sur l'ONAC-VG et les relations aujourd'hui que Hugo, tu peux avoir avec l'ONAC-VG. Les garçons, je vous laisse la main. Antoine, je te laisse commencer sur cette première thématique de l'engagement. Tu t'es engagé à quel âge et surtout pourquoi choisir les parachutistes ? Donc moi, je me suis engagé à 18 ans le 1er août 2018. J'étais étudiant au lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc et je me suis engagé dès l'obtention de mon bac. J'ai choisi les troupes aéroportées parce que j'estimais que c'était le milieu militaire où on pouvait donner le maximum pour servir au mieux le pays, tant profilement parlant en termes d'opérations extérieures que traditionnellement parlant. Donc je me suis orienté vers le monde des troupes aéroportées. D'accord. Qu'en a pensé ta famille quand tu leur as annoncé comme quoi tu allais t'engager ? Ma famille n'a pas été surpris ou choquée. Ils ont même été assez aidants et m'ont beaucoup soutenu dans cette démarche, donc il n'y a pas eu de problème particulier à ce niveau-là. Tu peux nous parler de ton parcours militaire et de ta formation ? Donc je me suis engagé le 1er août 2018. J'ai été envoyé au camp de Quélus, donc le centre de formation initiale de la brigade parachutiste, donc un camp qui rassemble tous les engagés volontaires des différents régiments parachutistes qui existent. Donc j'ai fait 3 mois de classe initiale, donc c'est la formation basique que tout militaire français, qu'importe son régiment, effectue. 3 mois qui se sont plutôt bien passés, à la suite de quoi j'ai été envoyé à Pau, à l'école des troupes aéroportées pour passer mon brevet militaire de parachutisme. 2 semaines, plus en fonction de la météo, mais dans mon cas ça a été assez favorable, donc 2 semaines de formation intensive. À la suite de quoi je suis retourné dans ma garnison pour effectuer ma formation technique de spécialité en fonction de mon régiment. Et une fois toutes ces formations, donc d'une durée environ de 6 à 7 mois, une fois que tout ça a été terminé, j'ai pu commencer une vie plus ou moins classique de militaire. Alors, moi j'ai une petite question puisqu'on en discutait tout à l'heure. Je crois que tu fais partie, Hugo, de cette génération Bataclan. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Moi, étant plus jeune, j'ai vu en direct les événements du Bataclan à la télévision, donc c'est un événement qui m'a assez marqué et je pense que mon envie de m'engager est venue de ces événements-là. Donc voilà, c'est tout simplement à ce moment où je me suis dit faudrait peut-être donner un peu plus de son temps et de sa personne pour le bien commun et protéger le pays. Donc voilà, je me suis engagé principalement à cause de ces événements. Donc en 2015, au moment du Bataclan, tu avais quel âge ?
J'avais 15 ans. Donc J'avais tu avais 15 ans. 15 ans, donc tu t'es engagé quand même quelques années plus tard. Donc Ouais. ça a été un projet qui a été mûrement réfléchi. Ah oui, ça a été un projet qui a été mûrement réfléchi, d'autant plus que étant étudiant au lycée, mon CPE, Monsieur Durand, était également un ancien de l'armée de terre, donc j'ai beaucoup discuté avec lui du projet. Et oui, ça a été construit pendant longtemps. Au début, c'était plus la branche de la gendarmerie qui m'intéressait. Et puis au final, j'ai découvert l'armée de terre. Et puis au fur et à mesure que je me suis renseigné, je me suis orienté vers cette armée-là. Donc l'arrivée à Kélus, les classes, les premières formations, pas de surprise, pas de déception. Pas vraiment de déception, je m'étais beaucoup renseigné sur ce qui m'attendait. Et je me suis très rapidement senti à ma place et ça a été que du plaisir. En 2018, quand on est jeune, ça fait pas un peu bizarre de s'engager et d'avoir une vie un peu à part de celle de tes copains d'école ? Non, pas vraiment, parce que, moi, j'ai jamais ressenti de grande différence entre le monde militaire et le monde civil, au début en tout cas. Après, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est quand même deux mondes assez différents. Mais au début, non, puisque tu te retrouves avec beaucoup de jeunes majoritairement de ton âge, et puis, donc, oui, forcément, tu vas passer beaucoup de temps dans la forêt avec ton treillis et à faire des choses un petit peu particulières. Mais voilà, après, on avait quand même une vie relativement simple. Voilà, le week-end, quand c'est la fin du travail de la semaine, on avait une vie tout à fait normale. Et puis voilà, une vie de jeune, entre guillemets, avec ses copains. Et puis voilà, dès que le lundi arrivait, c'était reparti pour le travail. Donc non, pas de problème particulier ou non, pas de souci là-dessus. Mais alors, on est justement dans ton ancien lycée, donc on voit les cours de récréation et on les a traversés tout à l'heure. Tu en as discuté forcément avec tes copains. Comment ils ont réagi quand on est comme ça dans la cour d'école et de dire à ses potes, en fait, je vais m'engager dans l'armée? Comment ils ont réagi ? Certains n'ont pas été étonnés puisque c'était un projet que je préparais depuis longtemps. Et puis voilà, ça n'a... Comment dire ? Est-ce que ça les a surpris que tu leur dis ça ou au contraire ils se sont dit oui, bon, de toute façon Hugo c'était sûr, t'allais le faire? Surpris, oui et non. Alors certains un petit peu étonnés, mais majoritairement non. Ça n'a pas choqué, ça n'a pas choqué grand monde. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il y a moins d'intérêt pour le métier des armes, mais disons que beaucoup de personnes pensent que voilà, c'est un métier comme un autre et donc voilà, il n'y a pas de surprise quant à ce genre d'engagement, on va dire. C'était quoi ta spécialité dans l'armée ? Alors ma spécialité, donc j'ai servi au sein d'un engin blindé dans une unité de reconnaissance dans le cadre de ma spécialité classique et puis après dans tout ce qui était militaire pro-terre, donc commun à tout militaire, donc un combattant toute arme, déployable n'importe où en opération extérieure. Alors justement, merci Hugo de me faire la transition sur les opérations extérieures. Ça va être la deuxième thématique de notre podcast. Donc Hugo, je te laisse avec Hugo. Est-ce que tu peux nous raconter ta première OPEX ? Alors ma première OPEX, donc il faut savoir qu'il y a différents acronymes utilisés dans l'armée. On va parler de mission courte durée, donc MCD, OPEX, opération extérieure, et OPIN pour opération intérieure. Ma première mission a été une MCD en Côte d'Ivoire en 2019. Puis elle s'est transformée en détachement OPEX puisque j'ai participé à une escorte de convoi de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali. Donc là, j'étais sous le cadre d'une OPEX. Première mission, impatient de partir en mission forcément. Mission qui s'est assez bien déroulée, franchement. Et puis découverte d'autres cultures, d'autres populations. Et ça a été un régal parce qu'on a vraiment l'impression d'être à fond dans son métier, de faire ce pour quoi on est formé. Et donc un vrai plaisir. C'était au bout de combien de temps d'engagement cette première mission ? Eh bien, je me suis engagé 1er août 2018 et je suis parti en OPEX fin 2019. Donc, 1 an et demi, presque 2 ans après. Est-ce que tu étais content quand on t'a désigné pour partir en opération ? Forcément, quand on est jeune et qu'on vient de s'engager dans les troupes aéroportées, on veut un peu la bagarre. C'est un peu la tradition du para. Donc oui, forcément, quand la nouvelle est tombée, on était assez contents. On partait sur une mission d'entraînement, donc on savait que ça allait être beaucoup de travail, d'entraînement, de perfectionnement. Et donc oui, très content de partir en mission. C'était quoi ton opération pour toi qui est la plus difficile et pourquoi ? J'ai pas réellement vécu d'opération difficile. Moi, je suis assez jeune en service, j'ai que 5 ans et 7 mois et j'ai pas non plus participé à de grandes opérations. Voilà, j'ai pas participé à l'opération Barkhane au complet, c'est-à-dire j'ai pas fait de mandat de 4 mois au Mali par exemple.
J'ai juste fait un petit passage rapide, mais j'ai pas eu d'énormes difficultés quant aux missions que j'ai effectuées. Non. Quand on part en opération, et là notamment dans le switch dont tu parlais entre la Côte d'Ivoire, et entre cette MCD et cette mission d'escorte donc, qui s'est transformée en OPEX, est-ce qu'on se met quand même une pression supplémentaire ? Est-ce que tout d'un coup, dans sa tête, dans son esprit, ça change un petit peu sur l'interprétation et la manière dont on vit la mission ? Oui, forcément, ça met une petite pression supplémentaire, d'autant plus que c'était au moment où il y avait un petit peu des débuts de coups d'État en Afrique qui commençaient à survenir. Donc il y avait des tensions qui étaient un peu plus accentuées. Donc oui, il y avait un stress supplémentaire, d'autant plus que quelques mois avant, on avait quelques collègues qui avaient été détachés pour rallonger la mission et là partir complètement au Mali pendant 4 mois. Donc oui, une pression, mais pas non plus une peur. On n'est pas tombé dans un stress quotidien. Oh là là, on va au Mali. Non, c'est plus un stress positif mélangé à de l'adrénaline, on va dire. Puis de se dire en plus, quand on part en MCD, de faire des entraînements. Là, tout d'un coup, quand on est désigné pour partir sur cette partie d'OPEX, vous le saviez d'ailleurs en amont ou pas du tout ? Oui, on le savait, puisque quand on participe à la MCD en Côte d'Ivoire, on sait que voilà, cette mission, la Voie Sacrée, donc, qui s'appelle le nom de l'escorte de convoi, on sait que c'est une mission qu'on est susceptible d'effectuer au cours de ce mandat-là. Mais c'était pas certain. C'était pas certain parce que la mission est attribuée, je vais pas dire aléatoirement, mais tout le monde ne part pas faire cette escorte de convoi. Et donc nous, au début, on n'était pas prévu dessus, et puis comme il y a eu du détachement à droite à gauche, on a pu participer à cette escorte de convoi au final. Et justement, qu'est-ce qu'on se dit au moment où on vient te voir, on dit en fait la Voie Sacrée, on va la faire ? Yes. On est content. On se regarde avec les collègues et puis on est content. On se dit yes, on va voir du pays, on va y aller quoi. Et puis c'est une mission opérationnelle. Oui, là ça devient une mission opérationnelle. On est passé sous mandat Barkhane et on passe en format OPEX, oui. Tu nous parlais que tu avais un stress qui se créait pendant tes opérations. Comment que tu le gères, ce stress ? Stress positif plus que négatif, c'est pas non plus une peur. Après, on n'y pense pas forcément tous les jours. En fait, on y pense souvent après et avant. Quand on est dedans, on s'en rend pas compte. On est complètement fermé, on est à fond dans la mission, on fait notre travail et voilà. C'était ta seule OPEX, c'est parti, enfin, donc le RCI, donc Côte d'Ivoire et Mali ? Non, j'ai effectué l'opération Daman au Liban en 2022 pendant 4 mois et donc ça a été ma deuxième OPEX. Celle-ci, une OPEX complète. Oui. Une opération très différente de ce que tu avais vécu en Afrique ? Une opération assez différente, oui, parce que là, donc, on est dans un pays officiellement en guerre, sous cessez-le-feu, mais en guerre. Après, voilà, ça a été une mission qui a été aussi assez calme. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que le Liban est en période de conflit avec l'Israël depuis qu'il y a eu les événements sur la bande de Gaza. Mais moi, au moment où j'y étais, il n'y a pas eu de problème particulier. Ça a été pareil, une nouvelle découverte, de nouvelles cultures, de nouvelles populations. Et ça a été assez agréable, oui. Oui, parce qu'au moment où on enregistre, nous sommes en septembre 2024 et effectivement, la situation, géopolitique, on n'est pas là pour ça. En revanche, pour les soldats français, la situation des militaires de la FINUL a beaucoup changé puisque, pour ceux qui ne le savent pas, la FINUL est au sud du Liban et notamment patrouille sur la frontière, ce qu'on appelle la fameuse Blue Line, entre Israël et le Liban. Donc ils sont dans une situation qui est extrêmement délicate puisqu'ils sont aujourd'hui entre les deux parties qui se font la guerre. Donc ils sont assez souvent dans les abris et en patrouille avec le casque et le gilet pare-balles. Disons qu'il y a un peu plus de tension, on va dire. Est-ce que pour toi, partir en opération pour un militaire, c'est très important ? C'est important, oui, parce que ça permet de nous prouver que voilà, on est formé à faire quelque chose et qu'on va au bout de notre formation. Puis voilà, c'est le métier de militaire, c'est tout simplement partir en opération extérieure, c'est pas forcément rester en France. Donc ça amène beaucoup de plaisir et puis au moins, voilà, on découvre du pays, on fait certaines choses, on découvre de nouvelles populations. C'est vraiment... Au niveau humain, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis voilà, encore une fois, professionnellement parlant, on va au bout de notre engagement. Donc oui, c'est important pour moi de partir en OPEX. Tu as participé plusieurs fois à l'opération Sentinelle. Est-ce que pour toi, c'est important d'être déployé en France ? Pour moi, c'est aussi important parce que, comme je l'ai dit précédemment, je me suis engagé suite aux événements du Bataclan. On a pu voir qu'au moment du Bataclan, il y a une patrouille Sentinelle qui était sur les lieux et qui a dû effectuer un dispositif de protection. Et donc oui, c'est toujours important parce que ça fait une force de protection en plus qui permet de dissuader une possible attaque. Et puis ça permet d'entretenir un lien entre la population civile et le monde militaire. Donc oui, c'est toujours important de participer à cette mission-là.
Est-ce que tu t'es posé la question justement sur ton premier déploiement Sentinelle et puis et peut-être après, est-ce que tu as été à Paris d'ailleurs sur Sentinelle? Mes 2 opérations Sentinelle ont été à Paris, oui. Et donc, toi qui es de la génération Bataclan dans ta démarche d'engagement, est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête la première fois, et peut-être la deuxième aussi, quand tu es parti sur Sentinelle en disant « ça peut arriver à nouveau, mais je suis là en tout cas pour faire en sorte, à mon niveau, d'éviter et en tout cas de limiter pour que ça n'arrive pas ». On l'a pas en tête quotidiennement, maintenant on y pense un petit peu. Mais voilà, on tombe pas non plus dans la psychose. Faut pas non plus oublier ce qui s'est passé puisque ça nous permet de rester pro et de savoir réagir au moindre risque, on va dire. Très bien. On va maintenant arriver sur la dernière thématique de ce podcast et on va laisser la parole à Antoine. Tu es ressortissant de l'ONAC VG. Comment tu as entendu parler la première fois de l'office ? Alors la première fois que j'ai entendu parler de l'ONAC VG, ça a été au moment de l'engagement, quand on effectue toutes les démarches administratives et on nous explique via la hiérarchie militaire tous les organismes qui existent, et donc c'est là où la première fois j'ai entendu parler de l'ONAC VG. Quels sont tes liens avec l'ONAC VG aujourd'hui et peux-tu nous parler notamment du raid Bretagne et Cantal ? Alors mes liens aujourd'hui avec l'ONAC VG, donc je possède la carte du combattant suite aux opérations extérieures que j'ai pu effectuer. Donc carte qui est attribuée à chaque militaire français qui a participé à une OPEX. Et au niveau du raid Bretagne et du raid Cantal, donc le raid Bretagne, je n'y ai jamais participé puisque je m'étais engagé au moment de sa création. En revanche, le séjour Cantal, je vais appeler ça le séjour, j'y ai participé puisque la première année où on a créé ce raid, j'y ai participé. En fait, j'ai fait les 3 premières années avant de m'engager. Et depuis, quand j'ai un petit créneau et que je suis disponible, je passe 1 ou 2 jours dans le Cantal, faire un bonjour à tout le monde et voir comment se déroule l'événement. Alors moi j'aimerais en savoir un petit peu plus, c'est quoi ce raid Cantal et ce raid Bretagne, et en l'occurrence la Cantal puisque c'est celui que tu connais. Alors le raid Cantal, donc c'est un raid où on emmène les lycéens du lycée Saint-Paul-Bourdon-Blanc pour effectuer plusieurs marches tout au long d'une semaine, où on allie effort physique et mémoire d'un combattant décédé en opération extérieure. Donc on a choisi différents militaires décédés, à savoir que le lycée est en partenariat avec le commando parachutiste de l'air numéro 10, qui est l'unité marraine de cette association. Et donc chaque année on choisit un militaire décédé et on marche en sa mémoire. Donc on allie l'effort physique et le recueillement, on va dire. À propos de ce raid, donc toi tu l'as vécu dans les deux sens, en tant que lycéen et puis en tant qu'accompagnant. C'est important ce devoir de mémoire selon toi. Comment tu l'as vécu quand tu étais plus jeune et aujourd'hui quel est le message que tu transmets quand tu accompagnes cette fois-ci les lycéens ? La première fois que j'ai participé au raid Cantal, on avait choisi des résistants de la Seconde Guerre mondiale pour faire notre devoir de mémoire, et c'était quelque chose d'assez, abstrait, puisqu'on était assez jeunes. C'était une époque non pas lointaine mais distante, et donc on avait du mal vraiment à s'imaginer ce qui avait pu se passer. Et donc la deuxième année, donc le CPE, Monsieur Durand, a décidé de créer un partenariat avec le CPA 10. Et on a marché pour la mémoire de Thomas Dupuis qui est décédé au Mali. Et là, c'était un événement beaucoup plus récent, donc on avait beaucoup plus de facilité à s'imaginer les choses et à prendre conscience des risques que les militaires français pouvaient encourir. Et donc très rapidement, on a commencé à marcher pour des événements beaucoup plus récents. Moi, les choses font que malheureusement, j'ai perdu un de mes camarades en 2020. Et je sais que le lycée a effectué une année au Cantal en sa mémoire, donc c'est quelque chose d'important parce que ça permet à la jeunesse actuelle de vraiment comprendre qu'il y a des gens qui mettent leur vie dans la balance pour leur protection. Alors, on leur doit pas tout forcément, mais c'est quelque chose où il faut en être conscient pour au moins savoir les honorer un minimum quand il y a des décès. Et voilà, ça permet de prendre en maturité, de comprendre ce qui se passe au-delà des frontières du pays aussi. Ça fait quoi d'être un ancien combattant et de savoir que votre famille sait que vous êtes ressortissant de l'ONAC VG? À mon niveau, où c'est assez particulier, c'est que je ne me considère pas réellement comme un ancien combattant parce que forcément, j'ai 24 ans et je suis très jeune en temps de service et je n'ai pas non plus participé à de gros conflits. Donc c'est assez particulier de se considérer comme ancien combattant. Combattant, oui, mais ancien combattant, ça reste quelque chose de particulier.
Après, au niveau de la famille, forcément, la famille est assez fière. Je pense que toutes les familles de militaires sont fières de leur enfant qui servent le pays, forcément. Donc oui, voilà, une satisfaction. C'est quoi l'impression alors bon, en plus maintenant, effectivement, on a plus cette appellation d'anciens combattants réellement, puisque c'est bien l'Office national des combattants et des victimes de guerre, et c'est une carte du combattant qu'on a entre les mains. Quand on reçoit cette carte du combattant la première fois, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on a l'impression d'une reconnaissance de ce qu'on a fait, de son engagement? Comment tu l'as ressenti, toi? À mon niveau personnel, une reconnaissance, pas forcément, puisque comme je l'ai dit précédemment, je ne considère pas avoir fait de grandes choses, en fait, à mon niveau. Voilà, j'ai juste fait mon travail, donc recevoir cette carte, ça a été quelque chose d'assez procédurier, on va dire, pour moi. Après, oui, il y a une certaine satisfaction de se dire j'ai servi à quelque chose, mais ça n'a pas été la priorité, on va dire. Je voudrais revenir 2 secondes sur le raid. Antoine, Hugo, vous avez participé à ce raid? Oui, on a participé aux 2 raids. Donc Cantal et Bretagne. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai quand même une question là-dessus. À votre âge, pourquoi participer à ce raid? Puisque je crois que c'est bien du volontariat, nous sommes d'accord. Oui, c'est ça. Pourquoi participer à ce raid? Qu'est-ce que ça représente, ce raid? Vous allez nous l'expliquer un petit peu. Et puis, qu'est-ce que vous en ressortez derrière? Alors qu'est-ce que ça représente? Déjà, d'une, c'est un peu anodin, on regarde ça comme ça, parce qu'on est en train de commémorer une personne qui est morte pour notre pays, en train de défendre, certes pas forcément notre territoire, mais d'autres personnes qui sont, eux, dans une situation plus compliquée, mais aussi on est là dans un autre thème plutôt de cohésion, de s'aider chacun, de vouloir toujours se dépasser, et c'est vraiment un honneur de pouvoir faire ça. Hugo? Pour moi aussi, c'est important pour moi de venir marcher en honneur des soldats pour prouver mon engagement. Et pour moi, c'est un véritable défi physique de marcher aussi longtemps à un rythme soutenu. Ça dure combien de temps? Ça dure 1 semaine chaque raid. D'accord. Voilà. Et pendant ces raids, il y a des actions particulières? Antoine, vous faites des cérémonies, vous visitez des endroits en particulier? Oui, on fait certaines cérémonies, certaines commémorations devant des monuments, des visites de musées, ou même on est là, quand on marche, on s'arrête, on parle à des personnes, on explique qu'est-ce que notre association vient en fait dans notre marche. Donc oui, il y a une certaine implication. Et à propos de l'ONAC, alors vous n'êtes pas militaire, pas encore, peut-être plus tard, je ne sais pas. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou pas du tout? Oui, on en a déjà entendu parler parce que notre classe fait partie de la classe défense et notre CPE, M. Durand, nous en a déjà parlé au cours de ses cours de classe défense. Très bien, merci. Hugo, j'aimerais juste pour terminer... Aujourd'hui, la notion d'engagement, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi si tu croises des gens de ton âge, tu es encore assez jeune, qui un soir avec des copains pendant une sortie, te disent en fait moi j'aimerais peut-être bien m'engager. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien? Est-ce que aujourd'hui s'engager ça veut dire encore quelque chose? Moi, tout d'abord, je lui dirais de foncer parce que j'estime que ça reste un des plus beaux métiers qui existent. On prend un clic en termes de maturité, en termes de découverte. On grandit très vite, c'est un métier qui nous fait grandir et on fait des choses quand même hors du commun. Donc, c'est vraiment quelque chose... j'ai jamais été au travail la boule au ventre, ça a toujours été du plaisir. Donc, je lui dirais de foncer, mais de foncer après avoir réfléchi parce que c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Le jour où on signe son contrat d'engagement, il faut le tenir ce contrat-là, donc il faut aller jusqu'au bout. Et voilà, à partir du moment où c'est un projet mûrement réfléchi, où la personne sait ce qu'elle veut faire, où elle veut aller, je lui dirais de foncer les yeux fermés. Merci beaucoup Hugo, merci Hugo et Antoine de votre présence. Vous avez pas séché les cours pour venir, j'espère? Non, d'accord, ça va. Et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors comme d'habitude, je vous le dis, n'hésitez pas, vous allez sur vos plateformes favorites, vous mettez 5 étoiles, vous mettez un commentaire, comme ça fait remonter dans les algorithmes et on entend parler de Raconte-moi une OPEX, l'épisode, le podcast de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Et je vous propose de vous retrouver dès le mois prochain. Je ne sais pas encore où, on verra bien en France avec encore un grand témoin et de grands intervieweurs. À très bientôt.